Chacun présentera en quelques minutes un premier axe de discussion. Je vais commencer par Amandine Crambre. Et je voulais vous demander comment assurer une conception de l'intelligence artificielle qui intègre tout le monde, qui représente tout le monde, et savoir si un modèle existe déjà pour cela aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, je vais essayer de développer plusieurs axes. Et je vais déjà m'inscrire dans ce qui a été dit par Madame la Commissaire et Monsieur Lynck, car ces questions éthiques, de transparence et de modèle européen sont des questions primordiales. Puisque, comme ça a été dit, le numérique est devenu l'affaire de toute la société, dans tous ces domaines, que ce soit dans la démocratie, dans l'économie, dans la politique, mais également dans son développement et le développement de nouvelles technologies. Et sur l'IA, comme sur le numérique, je pense qu'il faut dire en fait que c'est la finalité que l'on veut avoir. Ce sont des outils au service de quelque chose et pas des formes en tant que finalité. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à l'éthique, c'est aussi toute la question écologique qui n'a pas forcément été citée ou qui n'est pas forcément dans la roadmap ou les 15 engagements que vous souhaitez porter aujourd'hui. Mais il y a aussi la question du sens. Aujourd'hui, on promeut que la croissance numérique n'a aucun sens, voire ne durera pas si elle ne se confronte pas aussi frontalement à la question climatique ou autres conséquences environnementales de l'activité humaine. Et à l'inverse, la cause écologique, on ne doit pas l'opposer à la transformation numérique. Elle ne pourra pas progresser, ou en tout cas pas plus vite, si elle ne s'appuie pas sur cette puissance-là du numérique. C'est vraiment primordial, et c'est de même pour la démocratie, c'est de même pour les sociétés, les citoyens, et également l'Europe. Et donc, l'Europe doit se saisir de cette question. On doit aussi se saisir, nous, au niveau politique et des programmes et de ces élections européennes, de cette question et à mettre en avant. Et façonner le numérique, l'IA et l'innovation que l'on souhaite. Pour cela, il ne faut pas forcément vouloir courir après le modèle américain ou après le modèle chinois, mais plutôt réfléchir à un modèle, une troisième voie, un modèle européen qui pourrait s'appuyer là aussi sur un numérique, des IA non discriminantes, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, plus inclusif, de la frugalité, on n'en a pas du tout parlé, mais la frugalité est importante, et il y a un vrai développement et un modèle derrière à pousser. On peut même réfléchir à des filières d'éco-conception au niveau du numérique et des IA, et également favoriser sur ces IA ou sur ce numérique ce modèle qui serait autour de l'open innovation, de l'open source, de la création des communs, de la neutralité du net, de la transparence, qui permettra d'impulser ce que l'on veut et l'éthique que l'on veut, et surtout à quoi on veut rendre service. C'est essentiel que ça soit sur l'IA, mais sur la généralité du numérique et de l'innovation. Merci beaucoup. Alex Simas, ce que je voulais vous demander, c'est si globalement, pour préparer la société et les citoyens à l'IA, il fallait les préparer spécifiquement à l'IA ou à ce type de technologie de rupture, comme on en voit d'autres qui arrivent, comme la blockchain, l'informatique quantique ou d'autres changements sociétaux qui pourraient être amenés par ces technologies, ou est-ce qu'il faut une approche plus globale de l'appropriation de ces technologies par les citoyens ? Votre question est juste. Moi, il y a 4 ans, quand j'étais invité dans les colloques, on m'invitait sur des colloques Big Data et au choix travail, emploi, RH, ce que vous voulez. L'année dernière, c'était algorithme et Big Data, et RH, emploi ou travail, et puis ce que vous voulez. Et cette année, c'est IA et les mêmes choses. Donc, ce que je constate, c'est d'abord qu'il faut qu'on s'habitue à ce qu'il y ait des vagues technologiques qui succèdent à un rythme cadencé. Que chacune des technologies pose naturellement des questions spécifiques, mais il y a une question plus globale, c'est comment on appréhende la technologie. Du côté d'un syndicat comme la CFDT, il va de soi que l'entrée par la technologie n'a pas beaucoup de sens. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si telle ou telle technologie est bonne. Par nature, d'ailleurs, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais plutôt quel usage on en fait. Et c'est autour de la question des usages qu'il faut réfléchir. Si vous utilisez
une technologie pour réduire le chômage, améliorer l'insertion sociale, nous applaudirons. Si elle sert le contraire, on sera très embêtés. Et donc, que ce soit sur un algorithme, que ce soit sur un projet de big data, ou que ce soit sur l'intelligence artificielle, la première question à se poser, c'est à quoi ça sert ? Et donc, de réfléchir à ces usages, sachant que certains sont parfaitement louables et que d'autres sont beaucoup plus embêtants. Donc, d'ailleurs, la technologie est parfaitement neutre. Ce qui compte, c'est chacune de ces incarnations. Le problème, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas une solution d'intelligence artificielle, c'est tel algorithme, telle solution d'intelligence artificielle qui crée du progrès ou au contraire est source de nombreuses inquiétudes. Et c'est là d'ailleurs où nous avons besoin d'un débat public. Moi, je suis très embêté par le terme d'éthique que j'entends depuis le début de cette table ronde, parce qu'en fait, ça dépolitise le sujet. C'est bien un sujet public que de se prononcer sur les avantages ou les inconvénients de tel ou tel projet. En tout cas, d'une façon générale, il va de soi que nos entreprises doivent se moderniser. Je partage le point de vue de l'ambassadeur Lenk, mais pour autant, avec quelle technologie, avec quel usage, pour produire quoi ? C'est là où c'est la question la plus intéressante. Et naturellement, quel accompagnement des transformations, comment on opère les transformations. Moi, je suis de ceux qui pensent que les transformations doivent être choisies, sinon elles ne se passent pas ou elles se passent mal. On en a eu malheureusement un exemple assez vivant à l'automne. Quand les transformations ne sont pas choisies, ça génère des réactions assez épidermiques et violentes. Je pense que notre société doit être plus pacifiée, et donc pour ça, il faut organiser plus de débats publics. Alors j'alerte juste sur 2 points, parce que on parle souvent de fracture numérique, et c'est un sujet important. Juste pour vous dire que pour moi, il y en a 2. La première fracture numérique, c'est une fracture numérique de la connexion. Il faut que nous prenions conscience que la connexion est devenue un droit social. Un droit social comme les autres, mais un droit social qui permet tous les autres. Sans connexion, pas d'accès à l'information, pas d'accès à la culture, pas d'accès à des services chaque jour plus variés. Puis il y a une deuxième fracture numérique qui n'a rien à voir avec la connexion. Vous pouvez très bien être occupé, mais si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser les outils, vous pouvez d'ailleurs être dans l'emploi. Ne pensons pas que c'est un sujet réservé aux chômeurs. Vous pouvez être jeune, et je travaille régulièrement avec Emmaüs Connect, et je constate que de très nombreux jeunes, quand ils cherchent un emploi, ouvrent Google, mettent le nom du métier et sont surpris de ne pas trouver d'offre d'emploi. Donc ce n'est pas une question d'âge, mais il y a bien une question de culture générale numérique, de digital literacy, qu'il va falloir prendre en charge. Et naturellement, sans ce pilier d'insertion, j'ai du mal à imaginer que le choix se fasse facilement d'une modernisation choisie à travers du débat public, plutôt que subi et venu d'en haut. Max Newfield, how do you see the future of work with AI and the relations between humans and machines powered by AI? So I would like to build a little bit upon what Alexis has been talking about, which is AI becoming a fashionable term and AI being taken as something that equals digitalization in general. And we're having this debate on the future of work for a couple of years now. I think what would be important for Europe is actually to think about what could be a vision of future man-machine interaction that is both realistic and value-driven, right? Because it doesn't really make sense only think about ethics. I mean, you have to think about how the interplay between the human being and technology in the production processes will develop realistically, and then you have to think about how do we bring in our European values of how a society should be constructed. And that could, for example, mean that we say we purposefully design the human being into the production process because we believe every citizen of our society should be a productive member of our society. For us, automation is not an end in itself, but rather we think about how do we design production processes with having this kind of narrative of being a society where everyone has his or her place in the sphere of production, for example. And then obviously we have to think about skills, right? Like when you develop such a vision of how man and machine are going to interact in the future, what kind of skills are going to be needed? And I think what is quite clear, and that is something which we can learn from the Nordics, from the Scandinavian countries, for example. I mean, like basic digital skills that actually helps, right? But maybe the
the bigger task for most European countries is fundamental skills, which is, like reading and writing and basic calculating, because that is what we lack in many countries. And as long as you don't have these fundamental skills, it's hard to actually build up digital skills. And then thirdly, I think what you have to work on is complementary skills. And that is the most interesting thing, right? Because we can only speculate how AI will develop in the future and in what way human beings will be complementary to these technologies. But I think there are a couple of characteristics that are very deeply connected to what it means to be a human being, which is empathy, for example, creativity, a certain level of decision-making, understanding group situations. And I mean, when you imagine a working environment in 2030, for example, right? So you imagine a group situation, highly collaborative, where you have an AI system that might work as a devil's advocate, for example, and you have one manager who is trying to manage all this situation. So people from different disciplines having like a different background with regard to how do you actually structure and analyze problems. Then you have an AI agent that is having this kind of devil's advocate role, and you have to steer this social, technical situation. These are kind of skills people need in the future. And I mean, yeah, then we can think about how do we have actually to adapt our educational systems, that is like in kindergarten, school, and university, to actually provide these skills. I think that is one of the major tasks ahead. Philippe Zagerov, what step do you see to adapt the society to the emergence of those technologies and AI? Do you see specific things we can do to prepare our society? Like the whole society? Yeah, or the political side, or at least. I would rather focus on like specific parts of society which I deal with most, and that is the politics and political processes. And so we look at digitalization and digital tools and technologies in two ways when it comes to political processes, when it comes to democracy itself. When we implement and when we think about the state we are in, I think we should be more encouraged to see the positive effects of digital technologies, especially in Germany, for instance, where there is a kind of irrational, deep psychological driven criticism of digital tools. People don't trust digital tools as much as they do paper, and this is a very deep-rooted phenomenon which we have to deal with, and we have to encourage people to use digital tools more frequently and more natural. So, because when you look at other countries, of course the Baltics, but even Russia, China, they are like implementing digital processes within political structures, and I'm not judging their political structures. I'm just talking about the process, way more natural and way better. Same applies for political communication. The often mentioned fake news and hate speech and all this communication effects and phenomena which appear. They are definitely there, and we need to find, like in every arena of discourse, we need to find strategies and rules to cope with them. But on the other side, the digital communication provides indeed a very broad possibility to exchange and to distribute knowledge. And I think most of the technologies coming up, there is a kind of a curve of euphoria. And so in the very beginning, like a few people realize the potential, and then it gets over a certain threshold, and then like everybody is full of euphoria, and people believe that the internet will democratize the whole world, and we will have a wonderful society with knowledge provided everywhere for everyone. And then it gets down, and so everybody's really at least a significant share of the discourse is really disappointed because all these hopes, most of the hopes weren't fulfilled, and then it equals on a certain level. And in the midterm, and so I think we are, in terms of AI, we are still at the rising euphoria. So so we'll see how the disappointment kicks in, and as that in terms of political processes, democratic processes, be very aware of the negative sides, find practical solutions to it, but without making
making I don't know, a riddle or like a menace out of it, and on the other side, like a more focused debate on how we can really concretely use tools to increase the experience of the citizens with the government, with the administration, and digitalization can help a lot in that point. Ok, thank you. Amel Taleb, que je vous demandais, c'est plus sur l'aspect politique industrielle. Pour vous, dans quel sens une politique industrielle européenne sur l'IA doit aller, notamment en termes de valeurs, et comment peut-elle vraiment intégrer tout le monde dans l'UE, dans les 28 pays, 27 peut-être bientôt? Merci infiniment pour cette question, et merci infiniment de me la poser après 4 très bons orateurs qui ont exposé les choses de manière très claire. C'était sympa de me simplifier comme ça la tâche. Avec votre autorisation, mesdames et messieurs, je vais utiliser vos arguments qui étaient très très bons, et peut-être essayer de nourrir et d'éclairer la question de la diffusion et de la mise en œuvre d'une véritable politique industrielle, incluant l'IA et autour de l'IA en Europe, en utilisant vos arguments qui sont vraiment excellents. Il me semble que pour avoir une intelligence artificielle, ou plutôt le déploiement de diverses intelligences artificielles, car il n'y en a pas qu'une, qui soit à la fois utile économiquement, politiquement, socialement, qui soit à la fois profitable sur le plan économique et acceptable par les individus, il nous faut la construire en nous appuyant sur ce qui nous constitue, nous, Européens. Les intelligences artificielles ont été développées dans d'autres parties du monde sur la base des données appartenant ou relevant des individus. Il est tout à fait naturel en Chine de développer de l'intelligence artificielle en s'appuyant sur les données des citoyens chinois. Ils ont une importante population et ces données sont suffisamment volumineuses pour permettre d'entraîner ces machines, ces intelligences artificielles. La base de données est suffisamment riche pour pouvoir le faire. En Europe, nous sommes 27, nous tendons vers un marché unique, nous tendons vers un marché numérique unique, nous n'en sommes pas encore là, et c'est en réalité peut-être une chance. Parce que cela peut peut-être nous permettre de nous centrer sur ce que nous avons et qui nous diffère de ces autres grandes zones géographiques. Ce que nous avons en Europe, c'est une industrie. Ce sont des savoir-faire. Ce sont des secteurs économiques dans lesquels les différents pays de l'Union européenne sont capables d'exceller. Ce sont des personnes qui travaillent dans ces secteurs et qui ont un véritable savoir-faire et qui pourraient demain voir leur travail amélioré et peut-être optimisé par l'utilisation d'outils numériques comme l'intelligence artificielle. C'est aussi par le biais, sans doute, du déploiement d'une intelligence artificielle à l'européenne dans des industries européennes que nous pourrions travailler au fait de n'avoir plus qu'une industrie européenne et non pas des industries européennes qui se font face et qui parfois se font concurrence. C'est peut-être aussi l'un des moyens les plus utiles de pouvoir gagner en part de marché à l'étranger parce que nous avons pris en compte un certain nombre d'impératifs politiques, économiques, environnementaux et sociaux qui nous rendraient à terme compétitifs dans d'autres marchés. J'ai tendance à croire que parce que nous avons ce tissu industriel et que celui-ci ne demande qu'une seule chose, c'est à pouvoir enfin se revitaliser grâce aux innovations de rupture, que nous pourrons ainsi déjà, par ce biais-là, toucher un très grand nombre de personnes, à savoir les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Nous pourrions également, globalement, transformer non pas les individus et assurer leur montée en puissance et en connaissance, mais assurer aussi la montée en puissance et en connaissance des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Car mettre en place un outil numérique peut être vécu effectivement de manière parfois brutale à titre individuel, parfois profitable aussi, mais elle devrait surtout être vécue et partagée, réfléchie et faire l'objet d'un choix stratégique collectif, que ce soit dans les entreprises ou dans les administrations. Et enfin, ça peut nous permettre sans doute de pouvoir approfondir encore le travail initié au niveau européen de réflexion sur l'intelligence artificielle. Je suis un petit peu je suis un peu sur la même position qu'Alexis Mas sur la question de l'éthique, mais pour une autre raison. C'est que je pense qu'en fait, l'éthique en matière d'intelligence artificielle est une pièce à deux faces. Et on ne présente toujours qu'une seule des faces de cette pièce. Comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne et prend ses décisions. Et c'est un sujet qui est réel et qui fait l'objet d'un vrai traitement politique et collectif, et c'est une très bonne chose. Mais la deuxième face de cette pièce éthique, c'est le poids éthique que collectivement nous avons
les uns envers les autres, pour faire en sorte que lorsque nous mettons en œuvre des outils d'intelligence artificielle, mais également des outils numériques autres, nous le fassions en nous assurant que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant qu'actif, personne active dans une entreprise, en tant que contribuable, en tant qu'usager d'un service public, nous puissions le faire effectivement en comprenant parfaitement ce dont il s'agit. On ne peut pas avoir de rupture entre l'usage et le savoir, et entre le savoir et la compréhension complète de ce que signifie l'emploi d'un outil numérique, l'emploi d'une innovation. Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de parfaite maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de permettre aux individus de pouvoir se connecter ou de pouvoir utiliser, il s'agit aussi de pouvoir comprendre et d'ailleurs donc de pouvoir maîtriser et faire des choix collectifs et individuels. Très bien, merci beaucoup. Je vais rebondir là-dessus. Vraiment, concrètement, et je pose la question à vous cinq, comment vous voyez des moyens concrets d'assurer cette compréhension, cette maîtrise des technologies de rupture et de ce qui va faire la société de demain par les citoyens, par les employés, par les personnes plus jeunes, plus vieilles, enfin, par tout le monde. Quels sont vraiment les leviers qu'on a concrets pour qu'il y ait cette maîtrise, cette compréhension et même, on va dire, cette envie de se l'approprier? À mon avis, il y a plusieurs choses. Individuellement, ce n'est pas suffisant. Peut-être que collectivement, c'est un début de prise ensemble. Ces solutions sont un début de véritable stratégie de diffusion. Bien évidemment, la question de l'enseignement des STEM est essentielle. On ne peut pas envisager de développer des innovations de rupture en Europe sans permettre aux petits garçons et aux petites filles de demain de pouvoir entrer dans les sciences dures. J'appelle ça comme ça parce que je viens des sciences molles. Et que pour moi, ça m'a toujours fait peur, les sciences dures, mais bon. De permettre aux petits garçons donc, et aux petites filles de pouvoir se mettre à l'ingénierie, aux mathématiques de manière sérieuse, à la compréhension technologique. C'est aussi travailler très sérieusement sur les actifs d'aujourd'hui et de demain. En France et en Europe, nous avons une catégorie particulière d'individus, d'ailleurs elles existent partout dans le monde, mais elles sont importantes en Europe, on appelle ça les NEET, N-E-E-T. Not in Employment, in Education or in Training. Ce sont des classes d'âge d'hommes et de femmes qui ne sont pas à l'école, qui ne travaillent pas et qui ne sont pas en train d'apprendre à travailler. Et qui sont littéralement condamnés à ne pas rentrer dans la vie active, à ne pas être des actifs. Au même moment, et depuis maintenant plusieurs années, nous avons des messages, des analyses de la Commission européenne qui nous indiquent qu'il n'y a pas assez de compétences numériques maîtrisées par les individus. L'année dernière, un rapport de l'OCDE expliquait que la plupart des pays de l'Union européenne allaient connaître un déficit en matière de compétences numériques. Donc nous avons d'un côté un pool de personnes qui ne demandent qu'une seule chose, apprendre et pouvoir travailler et pouvoir être un actif et participer à la société. Et de l'autre côté, une absence profonde et systématique de compétences numériques. Certaines sont des compétences très profondes. Tout le monde ne sera pas un data scientist demain, mais d'autres sont des compétences peut-être un peu plus simples à acquérir et peut-être plus accessibles à des personnes qui sont peut-être exclues du système scolaire. Peut-être qu'une politique européenne s'appuyant sur ce point-là pourrait être un incroyable levier. D'autant plus qu'il existe de très très grandes disparités entre les pays de l'Union européenne. Et donc faciliter la citoyenneté européenne pourrait passer notamment par le fait d'avoir des personnes entraînées ou éduquées, enfin entraînées à certaines compétences numériques en Espagne, qui pourraient se voir offrir la possibilité de pouvoir aller ailleurs en Europe pendant un temps pour offrir ces compétences et gagner comme ça sa vie, tout d'abord, et sans doute apporter un véritable enrichissement à l'ensemble global de la société européenne. Et la troisième chose, et après j'arrête, parce que je parle beaucoup trop, je le sais, excusez-moi, on vous laisse. C'est qu'il faut il faut procéder de manière systématique sur l'ensemble des décisions publiques prises au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Il faut faire une analyse approfondie de ce qu'est le numérique et de ce qu'elle peut apporter à la mise en œuvre d'une telle politique publique. On ne peut plus aujourd'hui faire l'économie, quand on prend une décision qui va avoir un impact sur un groupe d'individus, de ne pas réfléchir à ce que le numérique tel qu'il existe aujourd'hui ou tel qu'il est disponible aujourd'hui pourrait apporter, et potentiellement aussi de ses risques. Ça devrait devenir un critère systématique d'analyse de prise de décision. De la même manière que ça commence à être un critère, que la question environnementale commence à être un critère systématique d'analyse dans une prise de décision. Oui, alors 2 éléments de réponse. On est face à un choc symétrique. La digitalisation, c'est quelque chose qui touche toute l'Europe. Et donc, face à un choc symétrique, il faut des outils au niveau européen, il faut une action commune.
Il y a 10 ans, on avait inventé le Fonds d'ajustement à la mondialisation, qui permettait pour les salariés d'industries touchées par un choc symétrique de bénéficier de plans d'accompagnement payés par l'Union en matière de reconversion. Mais de la même façon, on pourrait très bien imaginer qu'on ait un fonds d'ajustement aux transitions. Et je dis bien aux transitions, parce qu'il y a à la fois la révolution numérique et la transition écologique, qui sont deux chocs symétriques qui touchent tous les pays européens. Ensuite, vous posiez la question de savoir comment on fait. J'ai plusieurs éléments de réponse. La première, c'est naturellement la transparence. Tout commence par là. Ensuite, moi, je ne crois pas que chacun des individus, chaque fois qu'il charge une application sur son smartphone, va aller regarder le règlement dans le détail et savoir s'il cède trop de données ou pas et ce qu'on en fait. Donc nous avons besoin de tiers de confiance, parce que notre vie est faite ainsi. Il y a des gens passionnés qui vont regarder, il y a des éléments de société civile qui peuvent se constituer pour regarder, mais chacun d'entre nous, dans notre quotidien, il y a tellement d'usage et d'utilisation des données que nous ne regarderons pas exhaustivement, et donc nous ne sommes pas en mesure de nous défendre individuellement. On a donc besoin de tiers de confiance, on a donc besoin d'une société civile européenne constituée. C'est pour ça que la CFDT parle de la constitution d'un acteur européen qui serait un data watch et qui permettrait au moins que des tiers de confiance se développent. Alors ça peut être de façon générale dans la société. Je pense qu'il y en a aussi besoin dans les entreprises, parce que j'insiste sur ce point, mais il n'y a aucun statut de la donnée RH aujourd'hui. On ne sait pas qui la produit, qui la possède, est-ce qu'on peut la vendre, est-ce qu'on peut la céder, dans quelles conditions. Alors, juste peut-être un aparté, une seconde là-dessus. On sait qui la produit éventuellement, mais il n'y a pas de statut. Donc la vendre, je pense qu'il n'y a aucune grande entreprise qui jouerait à vendre ces données. Par contre, s'il y a un prestataire, par exemple, et même d'ailleurs pour un usage tout à fait favorable, vous donnez vos données à un prestataire qui va vous proposer des tickets de piscine dans le cadre de votre entreprise. Il y a des données qui partent. Nous ne savons pas si le prestataire a le droit de revendre et utiliser ces données. Parce que simplement, il n'y a pas le régime juridique pour le faire. Et donc, Amandine Crambe. Alors, si je peux me permettre, pour compléter ce qui a été dit, donc, on a parlé d'éducation, on a parlé aussi de connaissances et de compétences, mais il manque aussi la partie usage. Je pense aujourd'hui que pour former, pour comprendre, il faut faire à la fois de la conception jusqu'à l'utilisation. Puisque ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, il y a aussi ce gap entre les personnes qui arrivent à se servir de ces technologies, arrivent à les comprendre, et celles qui sont complètement éloignées de ça, et qui en plus sont complètement éloignées, notamment au niveau administratif, et qui renforcent la précarité. Ce qu'on voit, c'est que les populations les plus précaires sont souvent les plus touchées à la fois d'électronisme, mais même sans parler d'électronisme, juste d'illettrisme. Or aujourd'hui, le numérique, les outils passent beaucoup par la question aussi de l'écrit. On retrouve toute une version de l'écrit, et on a ce gap-là qui se fait également entre les générations. Il faut aussi être en capacité d'accompagner à l'usage. Donc oui, arriver à éduquer à la fois donc, sur les sciences, alors moi aussi je viens des sciences molles à moitié, mais du coup sur les sciences dures, mais pas que, justement, parce qu'on voit que c'est l'hybridation en fait de ces sciences-là, c'est vraiment la convergence de ces sciences-là qui vont arriver à avoir des technologies au service d'eux, d'être en capacité de comprendre la société et les humains pour pouvoir être au service d'eux grâce aux technologies. Et donc c'est ça, la conception de code, la compréhension, et aussi aller jusqu'à l'usager, à l'accompagnement des usages pour ne pas laisser des gens sur la route, sur le bord de la route, parce que sinon, il n'y aura pas d'appropriation comme vous avez pu le dire. Et la deuxième chose, c'est la transparence. Sur les technologies, je réitère le propos sur la question de l'open source, de la création des communs, sur la question de la transparence des algorithmes, puisque c'est là aussi où on va, grâce à cette ouverture, mieux comprendre comment c'est calculé, en tout cas ceux qui peuvent, et être en capacité alors sans employer le mot éthique, mais de peut-être co-réguler, de savoir ce qu'il y a derrière et les conséquences, les impacts, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, très peu en tout cas, de réflexion sur l'évaluation et les impacts et la réflexion autour de ces impacts des technologies. Donc ça, c'est aussi quelque chose vraiment sur la question de la création de communs, de l'open. Et il y a un vrai modèle derrière, capacitant en fait pour l'ensemble des pays, et aussi toujours sur ce modèle européen, où en mettant plusieurs acteurs autour des mêmes codes, on peut aller un peu plus loin. Merci beaucoup.
Une question qui me vient du coup est comment créer vraiment des standards européens en matière d'éthique de l'IA, enfin même d'éthique, de transparence ou même de... voilà. J'ai utilisé le mot très largement. Et surtout, comment éviter vraiment des disparités entre pays. C'est-à-dire que déjà, les valeurs européennes en matière d'IA et d'éthique sont définies très largement. Alors l'application, j'imagine qu'elle serait définie avec de possibles décalages entre pays qui pourraient être problématiques. Est-ce que l'un d'entre vous a une réponse là-dessus ? Comment s'organiser de manière européenne très concrètement ? Mais si on fait appel à la société, donc si on pense qu'il y a une place pour la régulation, alors il y a forcément une place pour la régulation de la puissance publique, qu'elle soit européenne, nationale, mais si on pense qu'il y a une place pour la société, il y a forcément une place pour la discussion dans des problématiques spécifiques. Je vais vous prendre un exemple qui, j'espère, vous parlera, qui est celui d'Airbnb. Vous savez que la mairie de Paris est en colère contre Airbnb, parce que le bouton de réservation instantanée, notamment, conduit à favoriser énormément les meublés de tourisme, et donc, dit la mairie de Paris, le remplacement de logements en centre-ville par des hébergements destinés à des touristes. Vu de la mairie de Paris, qui étant une très grande ville touristique et est une des parties prenantes importantes d'Airbnb, le bouton de réservation instantané, c'est plutôt le mal absolu. Vous vous placez aux États-Unis, le bouton de réservation instantané, c'est la grande conquête sociale des Noirs. Parce que tant qu'il n'y avait pas ce bouton, des autres refusaient des personnes parce qu'elles étaient de couleur. Deux problématiques, les deux sont légitimes. Donc soit on laisse Airbnb se débrouiller et faire ce qu'elle veut, soit on organise la discussion, et je suis certain qu'on trouvera des usages qui permettent de concilier non-discrimination et préservation de nos centres-villes. Oui, je voudrais ajouter un point. Je réitère, c'est très important de parler de l'éthique des intelligences artificielles. Néanmoins, son déploiement doit faire l'objet d'une décision systématique collective, parce que précisément, il y a des moments où ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que s'interroger sur le déploiement d'une intelligence artificielle pour permettre une meilleure réduction de la consommation d'énergie dans une entreprise, dans une usine, parce elle est capable de piloter avec un très grand nombre de données la consommation de chauffage tout au long de l'année et de pouvoir l'optimiser, ça n'a quasiment aucun enjeu sur le plan humain. Ça n'a qu'un enjeu qui est globalement bénéfique, un enjeu bénéfique environnemental, réduction de la consommation d'énergie, donc réduction de l'empreinte environnementale d'une entreprise ou d'une organisation qui la mettra en œuvre. Ça va avoir un autre impact, et je suis désolée d'utiliser ce gros mot, économique, parce que l'entreprise qui la mettrait en œuvre pour être en mesure de pouvoir mieux piloter ses dépenses d'énergie pourra peut-être faire des réductions drastiques de coûts et donc pouvoir gagner en souplesse comptable, si j'ose utiliser ce vocabulaire. C'est pour ça qu'il me semble que utiliser le véhicule de la politique industrielle est un incroyable moyen de pouvoir développer une IA au fur et à mesure des cas d'usage, au fur et à mesure des personnes qui seront amenées à être en utilisation ou en interface avec elles. Et ça peut être un incroyable moyen de pouvoir développer des IA qui seraient acceptables pour nous tous, selon nos valeurs et nos principes. On n'aurait pas à se poser la question des biais de discrimination si systématiquement on accompagnait, parce qu'on a une parfaite compréhension de ce que ça signifie, de comment fonctionne une IA, si on accompagnait toute mise en œuvre d'une étude d'impact. Alors, je peux me permettre juste de... Je vous laisse la parole. Alexis Mas, puis Max sur la politique industrielle, enfin, je ne peux que souscrire à l'idée qu'il y a une politique industrielle. Mon expérience à moi, c'est que je suis très régulièrement invité à des présentations, alors d'abord pour être dans le public et apprendre ce qu'il faut penser, et puis je vois un PowerPoint sur l'intelligence artificielle dans tel secteur, puis la dernière slide, juste celle avant, merci de votre attention, c'est « mais l'humain, ça compte ». Donc je vous alerte, la politique industrielle, si c'est comme ça, j'ai quelques préventions. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y a pas d'impact humain de réduction. On est sur une approche globale, donc forcément, si tout le monde arrive à réduire un petit peu son empreinte écologique, il y a un impact global après sur l'humain. Mais juste sur ça. Et sur le niveau européen de développement IA, pareil sur l'industrialisation, il faut aussi
penser aussi à la question du travail, mais justement à l'impact négatif qu'on voit aujourd'hui sur l'IA, en fait, au niveau du travail, et qu'il faut, en tout cas, c'est au côté européen aussi de régulariser ça. Ce dont je parle, c'est la face cachée qui est le digital labor, les usines à clics qu'il y a derrière les IA. Or, derrière les IA, je dis parce que clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vantent les mérites des IA sans en avoir réellement. Et c'est juste de l'IT washing pour des levées de fonds. Et derrière, il y a ces usines à clics, il y a une précarité organisée du travail qu'on ne peut pas non plus passer sous couvert. Et il faut faire justement attention aussi au niveau européen de, oui, favoriser des technologies et pousser des technologies au service d'eux, que ça soit écologique. Là, ce que vous avez dit sur l'énergie, je suis complètement d'accord, mais même tous les bénéfices qu'il peut y avoir pour les populations, pour certaines tâches automatisées, puis pour une meilleure connaissance. En revanche, attention de ne pas reproduire ce métier de chaîne, ce métier de dumping social où on paye justement pour la disparité dans les pays. On va externaliser ce travail sous-payé, un grade d'entraînement de clics pour favoriser l'industrialisation et les techs d'autres pays qui ont les moyens d'investir. Donc juste, c'est un petit warning. Et au niveau européen, il faut aussi être en capacité d'encadrer ces travaux et le travail autour de l'IA et des technologies pour pas avoir une compétition de dumping comme on a pu voir sur l'industrialisation. Il ne faut pas prendre le biais de l'industrialisation en fait là-dessus. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'attire juste votre attention sur un point. C'est que quand il s'agit de travailler à la transformation numérique B2B, les règles sont suffisamment connues et cadrées en Europe pour ne pas avoir précisément ce phénomène que vous évoquez d'exportation ou de décentralisation de certaines tâches ingrates de type clic. Quand il s'agit, par exemple, pour une institution bancaire, de développer du machine learning pour faciliter la reconnaissance des grands flux financiers et leur adaptation par rapport à des factures, on n'est pas sur la suppression d'emplois, premièrement. On est sur du recentrage de fonctions. C'est un choix qui peut être fait à maintien constant des effectifs dans les entreprises. Je sais. Et ça n'est pas non plus nécessairement par un outsourcing, et même ce serait plutôt le contraire. Une institution bancaire européenne qui mettrait en place un tel outil aujourd'hui de reconnaissance des flux ne voudrait sans doute pas décaler ou déléguer cette question à d'autres acteurs non européens, parce qu'il s'agit en général de la protection d'un savoir-faire. Donc il n'est pas certain que ce genre de choses se mettra en place de manière systématique. Et du coup, c'est pour ça que ce choix individuel est essentiel, cas par cas. Parce que sinon, on tombe sur le risque qui entrave la prise de décision et peut peut-être freiner ce déploiement européen. Maxime Feind wanted to talk. Yeah. What do I think about a million of topics just being covered? You started out with a question about what can we do to help people understand these technologies, and I think maybe we have to differentiate a bit. If we use the term artificial intelligence as a chiffre for digitalization in general, or if we talk about artificial intelligence, because when we talk about artificial intelligence, we should maybe look a little bit more at the nature of the beast, so to say, because you've all been talking about, understandable technology, transparency, but I mean that's kind of hard, right? I mean, when a child is developing, you have a certain point in time where a child has this kind of theory of mind, right, which is understanding that there is another person who has a mind, and that's basically how people will be approaching artificial intelligence, which is to say, so if a system is complex enough to be intelligent, it's so complex that you cannot really understand it as a normal human being, which brings some kind of challenges to kind of understandability. And also, when you talk about machine learning, there are certain limits with regard to transparency, right? So what I think, what we should rather work on a European level is transparency with regard to when am I, as a human being, confronted with an AI-fueled system, and what kind of breed of AI is this? And you could think about like standardization, labeling, all different kind of ways to tackle this situation, because you will not be able to provide every European with the understanding of how these systems are actually working. And when we talk about machine learning, and let's say like 60 layers of deep neural networks,
no one will actually be able to understand what is happening within the machine, but although this is the case, the machine can be highly beneficial to all different kind of applications within our society. So that's on the can we understand these technologies part. And with regard to industrial policy, I think the thing with industrial policy is industrial policy is good if you do it in a good way, and it's bad if you do it in a bad way, right? And this kind of industrial policy becoming a fashionable thing at the moment in Europe, I think it becomes dangerous when you think about, like funding specific technologies in specific industries, because like the current approach in artificial intelligence, which is like brute force of massive data and machine learning algorithms in the form of deep learning. I mean, yes, that is what the US and China are massively investing in at the moment. And I mean, we might ask the question: does it really make sense to put our bet and everything we have in terms of resources on this approach, or shouldn't we rather look at, let's say, the multiplicity and the plurality of approaches we have in Europe at the moment, and rather focus on, how can we work on having a flourishing ecosystem of, like basic research, small and medium-sized companies that are like kind of the backbone of our economy in Europe. So what I'm saying is this kind of simplistic industrial policy as a solution to Europe being challenged by the US and China, I think that will not really work out in the end. Yeah, like as Mark said, we touched upon like quite a lot of things here and very important things. So I have indeed some more or less random comments to that. If we talk about ethics in, let it be AI or any other digital technology, I think we should getting more concrete and say what we mean, and we mean the question what kind of decisions will be carried out by machines and what kind of decisions should be carried out by human beings. I think that's the question behind. And if we say it's fine that machines, computers and algorithms are, we are fine with them setting the temperature in our children's classrooms, then that's fine. So but then we have to follow up on this, and we have to define other points, other questions where machines can and artificial intelligence will take over, and other spaces where we want to define, okay, these are decisions we'll carried out by human beings in the future as well. And I think that's what people are afraid of, and so we have to tackle that question. Another point is the role of corporates, of companies, which is now more increasingly defined by the corporate digital responsibility, so the CDR, adding up to CSR, and I think that might be considered for some as a buzzword. I think it's more. I think that companies more and more get a grip on, okay, there is a digital sphere, and we move in that sphere, we sell in that sphere, our employees, our customers are on that sphere, so we need to take care to keep that dimension and keep that area, that room, more or less safe, and we need to invest in that. The same as companies did when it comes to CSR and environmental stuff and this, and so that's what I would like to add in these, like at least these two specific points. I think lots of other points. But okay, very briefly on European guidelines on AI. I think it makes totally sense to draft European guidelines on AI in a sense of a license to operate. So to kind of clarify, to enter the European market, which is a highly attractive market for AI-fueled companies, you have to adhere, you have to play by certain rules. I think that makes totally sense. But we shouldn't be too naive to believe that by providing these guidelines, we could reduce the messiness of implementation of technology in our societies. And I think this is a general trend that we run into a risk of reducing the messiness of our societies to make them compatible to artificial intelligence. That's something I find really interesting, right? When you think about self-driving cars, or if you ask yourself, can I fully automatize a certain, industrial production? Yes, you can, when you reduce all the messiness. So when you standardize and when you design a system as simple as possible. Just think about roads, for example, right? I mean, if you only have straight roads, it's easy for AI to behave in this kind of environment. But the question is
in society, interpersonal relationships, relationships in the workplace, do we really want to reduce this messiness to make it AI compatible, or shouldn't we rather work on the society compatibleness of AI? Which is to say, the messiness will always be there and should always be there. If that makes any sense. Well, yeah, that does. So the question is on the acceptability, of AI and the compatibility with the current state of the society. Do you see concrete level which will be applicable on the red lines on AI? Moments where you see there'll be no AI in those decisions. Do you see this now? Yeah, I mean, there are a couple of decisions when it comes to the criminal system, for example, where we shouldn't use automatized systems because by our very value underpinnings of our society, we decide not only to have a human in the loop, but to have only a human being to be in the position to decide upon certain things. I think that's totally that makes totally sense. I think what is the big challenge for us as a society and as a civilization is that we only have like for the past couple of 100,000 years we had too little information. We knew too little about our society, and now we run into a situation where we have granular, real-time information potentially about everything that is happening in our society. How people behave in cities, how people behave in the workplace, how productive they are, all these kind of things. And you could think about AI-fueled systems that start, let's say, steering these processes by certain value decisions we gave them as a society. But the question is, in translating this kind of value propositions we gave to these systems, will they in the end design society or the workplace or what have you in a way that is really acceptable to our values? So how much agency do we actually give to these systems? And that is quite a tricky question for a society, because when you only optimize for efficiency and when your goal is to collect as much information as possible to design your company or your society or your traffic system as efficient as possible, that would be the choice you normally take. And I think this is kind of a big challenge for a society to answer these kind of questions. Okay. François Marat, Volte-France. 48% des investissements pour les startups ont été faits en 2017 par la Chine. La Chine a 23 milliards, il me semble, sur une période d'investissement en IA. Mais en fait, alors la réponse de Maria Gabriel, c'est 20 milliards. C'est une bonne réponse. Seulement en Chine, on a aussi des entreprises qui sont des entreprises quasi d'État, avec un marché assez docile. Alors la question, c'est, on invente, on est très smart en Europe, on a le RGPD, qui n'est pas uniquement une question de sécurité, de protection, mais aussi apporte de la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg y convient maintenant. La question, c'est que, effectivement, la technologie est neutre. Mais en bon connaisseur d'investissement responsable, M. Alexis Mas, vous savez sans doute aussi qu'on peut associer de la technologie par exemple, à une entreprise à mission. Et si on développait les entreprises à mission en Europe, on aurait les moyens, en associant la technologie, d'avoir un développement d'entreprises européennes qui viserait l'intérêt général. Je pense qu'il y a plusieurs parties dans votre intervention. Il y a la première qui est quel est le bon niveau d'investissement pour faire face. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, y compris parce que je constate que le paradoxe de Solow, vous savez, on voit les investissements informatiques partout, sauf dans les stades de productivité, est toujours valable. Donc on a d'un côté des entreprises françaises et européennes qui n'investissent pas si peu que ça, même si on regrette qu'elles n'investissent pas plus, et pour autant une productivité qui a l'air de décliner. Et donc la première chose, c'est très bien d'investir dans la technologie.
mais il faudrait encore que ça génère quelque chose de collectif et de favorable, et ça, pour le coup, c'est pas encore du tout démontré. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être contre, je pense qu'il faut moderniser, donc j'en viens au deuxième point qui est l'emploi. Moi, ce que je constate sur l'emploi, c'est que les pays les plus robotisés au monde sont ceux où on crée de l'emploi dans l'industrie. Et donc, il n'y a pas de lien mécanique entre le fait de se robotiser et le fait de perdre de l'emploi. Et donc, le débat serait beaucoup trop simple s'il s'agissait simplement d'imaginer une substitution mécanique. Troisième question, qui est en fait, votre question, c'est finalement, repartons de la finalité. Le projet de l'entreprise à mission, c'est de se dire, finalement, au-delà de la finalité économique, qui finalement, pour les entreprises, qui d'ailleurs est très récente, ce n'est que depuis les années 70 qu'on assimile une entreprise à son actionnariat et à l'intérêt de son actionnaire. Si on repartait du principe qu'une entreprise, c'est un projet collectif, qui unit du capital et du travail, mais plus largement des parties prenantes, alors on pourrait redonner du sens. Moi, j'y souscris complètement. Je pense que d'abord, les entreprises, déjà aujourd'hui, constatent que pour fidéliser une main-d'œuvre plus jeune, il faut qu'elle donne du sens et que ce ne soit pas simplement sur les plaquettes, mais que ça soit vécu dans l'entreprise, au quotidien, au travail. Je pense que les salariés, d'une façon générale, mais tous les travailleurs, en ont assez de l'entreprise, monde vertical et de silence dans lequel on obéit à une hiérarchie sur 25 niveaux. Donc ça, je pense que des gens qui choisissent l'indépendance à ceux qui sont dans l'entreprise, le constat est exactement le même. Et donc il y a bien un moment où il va falloir refonder ce que c'est qu'une entreprise, et que l'effet sera probablement, en termes de productivité et de créativité, bien supérieur à ce que l'on attend. Dernier point, moi j'entends souvent dire, par exemple, regardez, l'intelligence artificielle détruit de l'emploi dans la banque. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Les banques réduisent l'emploi, et massivement, notamment en France, avec des agences qui ferment. Mais quand on regarde l'effet des taux bas, et donc le fait que les banques ont du mal à gagner de l'argent, est bien supérieur à l'intelligence artificielle. Et donc l'intelligence artificielle est aussi un bouc émissaire facile. Et donc moi j'invite tout le monde plutôt à reconstruire un projet de société, et donc entreprise par entreprise, dans lequel il fait bon vivre et on a envie de se défoncer, plutôt que de se polariser sur des technologies. J'ai une SARL, je suis un consultant, je viens d'une grande entreprise technologique et j'ai également créé un institut de recherche et d'études sur le développement des compétences. Alors moi je suis assez d'accord avec M. Mas, Mme Taleb, j'aime pas beaucoup le mot éthique, qui me paraît être une fuite. La différence que nous avons, c'est que moi je viens des sciences dures. C'est-à-dire que je suis un scientifique et un technologue. Et ce que je vois dans l'histoire de l'innovation et des sciences, et dans le métier que j'ai fait, j'étais dans la télécommunication, ce qui bloque, c'est pas la technique. Les raisonnements dans le genre, il faut que tout le monde apprenne à programmer, c'est un peu comme si, puisque la comptabilité et la finance, tout le monde en fait, on devait tous devenir experts comptables. Quelle connerie. Non, ce dont on a besoin de cette posture, c'est d'apprentissage de relations. Et en fait, la transformation digitale, c'est une transformation service. Et c'est ça qui bouleverse le fonctionnement. Mais d'ailleurs, c'est pas original, hein, quand on regarde l'histoire des technologies. La machine à vapeur a été remplacée par la machine électrique, pas parce qu'on a inventé l'électricité, mais parce qu'on a trouvé les conditions organisationnelles, processus et formation pour réussir à les faire fonctionner dans les entreprises. Donc c'est une question d'organisation et de modèle managérial. Or, nous avons des problèmes managériaux. Quel est le diagnostic porté sur le fait que nous soyons en retard par rapport, paraît-il, aux Américains et aux Chinois ? Ces Américains, qu'est-ce qu'ils sont vilains? Et le peuple chinois et le peuple américain et ses dirigeants, mais qu'est-ce qu'ils sont vilains? Or, il y a des monceaux d'études aux États-Unis, les meilleurs. Il y a des livres bien connus, Deuxième âge de la machine, par exemple, hein, par des gens de MIT, qui disent toutes ces problématiques de l'innovation. Et si on utilise tous les outils des GAFA, c'est qu'ils sont pratiques, c'est qu'ils sont utiles. Vision d'usage. Moi, avec mes ingénieurs informaticiens, j'arrive pas à leur faire comprendre que ce qui compte, c'est pas de causer aux machines, mais c'est de causer aux gens. Si j'envoie un chef de projet chez madame qui sait juste faire de la technique, à mon avis, il va pas co-construire grand-chose avec ses clients. Hein. Donc on a un vrai problème de culture managériale, de culture de service, de capacité à transformer les compétences dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait au début du XXe siècle? On a créé les écoles d'entreprise. Donc ma question, elle est double. Quel est le diagnostic porté sur notre retard? Et quels sont les enjeux, non pas simplement techniques, mais quels sont les enjeux de type de transformation de services et de transformation des modèles managériaux dont on a besoin en Europe, ou d'autres, semble-t-il, font encore mieux ailleurs? Guénaël, on va prendre deux autres questions.
Bonjour, Monique Knodel, CICM, Société d'investissement. Machine intelligence will begin to rival human intelligence. What do you think? Oui, bonjour, Olivier Verdeil, consultant. On a beaucoup parlé de politique industrielle. Bon, ça fait quand même des années, voire des décennies qu'il n'y en a plus en France et qu'il n'y en a jamais eu au niveau de l'Union européenne. Sauf peut-être Airbus, mais bon, on peut en discuter. À l'inverse, je pense qu'en Chine, il y a la raison managériale, mais en Chine ou aux États-Unis, il y a des politiques industrielles et elles sont assumées. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'en Europe, si on veut avoir une souveraineté numérique ou une souveraineté générale, on mette en place une politique industrielle? Ça ne veut pas dire une politique dirigiste, ça veut dire un appui à l'écosystème, ça veut dire un soutien massif à la recherche et au développement, ça veut dire de la commande publique pour les nouvelles technologies, ça veut dire aussi un certain niveau de protection pour permettre justement à nos entreprises européennes de se développer. Donc est-ce que la politique industrielle, il ne faudrait pas commencer à en penser une au niveau européen dans un certain nombre de domaines, mais particulièrement celui-là, parce que quand on regarde les classements internationaux en IA ou en numérique en général, il faut chercher les entreprises européennes dans les premières classes de classement. Elles n'existent nulle part, ni au niveau des brevets, ni au niveau des tailles d'entreprise. Donc voilà, je pose la question. Oui, bonjour, Franck Arens, je suis dans le domaine de la santé. Et je voulais juste faire un complément à la question de madame. L'angle de la santé parle à beaucoup de sujets qui ont été traités là. Mais moi, je voudrais prendre le sujet de l'humain. Je pense que la question qui venait était si l'intelligence artificielle allait prendre le dessus sur l'intelligence humaine. On me corrigera si j'ai mal compris. C'est intéressant, ça vient du domaine des finances. Moi, je vais venir du domaine de la santé et je vais vous dire, un des paramètres qu'on utilise de plus en plus, c'est de dire qu'en fait, dans la santé, l'intelligence artificielle permettra demain de valoriser l'intelligence humaine et leur permettre de transgresser. Ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre qui l'a dit. Je voudrais savoir quel est votre regard par rapport à ce rapport, et j'ajouterai juste une toute dernière chose. La régularisation européenne dans la santé, ça s'est fait sur les produits innovants. Donc, quelles sont les leçons qu'on pourrait prendre par rapport à ce qui est tous les produits qui sont liés dans l'intelligence artificielle? La IMA, c'est ce qu'elle fait. Elle regarde des risques-bénéfices et va décider si permettre l'autorisation d'un produit sur le marché. Merci. Sur le retard européen face aux États-Unis et la Chine en matière d'IA, donc quel diagnostic vraiment poser sur ce retard et quel remède éventuel? Moi, j'ai compris la question surtout centrée sur l'organisation du travail, et donc la manière dont on articule le travail humain et la technologie, qui est une question absolument fondamentale. Alors, je suis mal placé pour faire des comparaisons internationales, parce que moi, je connais malheureusement beaucoup mieux le territoire national que les autres, et donc, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur la manière dont ça se passe aux États-Unis ou en Chine. Je peux vous dire que, bon, d'abord sur la Chine, probablement on se trompe en pensant que tout ce qui en vient est dangereux. Et pour autant, je suis certain que si je vais dans les sections syndicales CFDT en expliquant que le modèle chinois doit être développé, j'aurais reçu avec des tomates. Donc boutade mise à part, donc la question c'est comment on fait pour penser l'organisation du travail. Il y a une vraie question qui est que la plupart des entreprises n'ont pas encore compris qu'il y a deux utilisateurs du système d'information, naturellement leurs clients, ça pour le coup elles l'ont bien compris, mais aussi leur partie prenante interne, comme certaines disent, nous on dit partie constitutive, le travail, donc les salariés. Au mieux, elles ont une réflexion sur l'expérience du collaborateur, donc l'expérience du salarié, mais en fait finalement, quand il y a des grandes décisions, il n'y a que très peu d'élaboration collective et de réflexion sur ce que ça veut dire que pour le travail que d'avoir l'arrivée d'une technologie. Et c'est là un territoire entier de progrès pour les entreprises et les administrations de notre pays, pour trois raisons. La première, c'est qu'on peut se tromper complètement dans les outils. Je vais vous donner un exemple très concret. Un logiciel de caisse pour un supermarché. On construit ça du point de vue national, on les propose, et puis on va proposer un logiciel qui permet d'affecter les services des caissières. Sujet hyper sensible dans un supermarché, savoir qui a les bons horaires. On a souvent des personnes, souvent de sexe féminin, très mal payées, souvent à temps partiel,
Et donc avoir les bons horaires ou avoir les mauvais, c'est avoir une qualité de vie à peu près potable ou complètement catastrophique. Il y a deux enseignes qui ont procédé de façon complètement différente. L'une a décidé de laisser une adaptation locale, et donc la possibilité, magasin par magasin, de discuter. Est-ce que ce sont les mères d'enfants en bas âge qui vont avoir la priorité, ou est-ce que ce sont celles qui ont le plus d'ancienneté? Et en fait, l'autre a décidé de critères nationaux, discutés au niveau national, qui n'étaient pas idiots, mais qui fait que ça a été vécu comme injuste partout. La question, c'est donc de savoir jusqu'à quel point on peut adapter, bricoler son outil et construire des règles acceptées. Et sur cet exemple qui n'est rien du point de vue technologique, on voit qu'un outil peut être juste ou vécu comme juste, ou au contraire vécu comme une forme d'arbitraire qui tombe du ciel sur des critères qu'on comprend mais qu'on ne partage pas. Et donc la première chose, c'est qu'il va falloir penser des outils justes, donc des outils dans lesquels on peut adapter localement sa pratique. La deuxième chose, en termes de réflexion, c'est que naturellement, les utilisateurs des outils ont un avis. Je ne dis pas que chaque salarié d'une entreprise est un stratège qui sait comment il faut gérer la boîte pour l'avenir. Mais collectivement, quand on interroge et qu'on décante un débat avec une vraie procédure, il en sort des choses intelligentes et des choses que l'on ne voit pas à la direction de la stratégie. Il y a des évolutions qui, vues de la direction de la stratégie, sont normales et qui heurtent tellement violemment les identités professionnelles que le changement ne se fait pas. Et donc, il y a bien un moment où il faut se reposer la question collectivement de comment on construit une organisation du travail, comment on la discute, comment on la négocie, et comment collectivement on nourrit le projet collectif. Et cette adhésion de l'ensemble des parties prenantes du projet collectif, donc à la fois le capital et le travail, est nécessaire à son efficacité. Donc je pense que c'est un élément de réponse. Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Vous citiez à juste titre que dans le monde numérique, on dit qu'il n'y a pas assez de programmateurs. Dans le monde financier que je fréquente aussi, on dit qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent le monde des actions. Dans le monde RH, on dit que le droit du travail est malheureusement très peu compris et très peu connu. Et donc, la bonne réponse, c'est pas que tout le monde soit spécialiste de tout, c'est qu'on hybride les équipes, qu'on ait des compétences différentes, qu'on fasse attention à avoir des jeunes et des vieux, des femmes et des hommes, quelqu'un qui est très digital-minded comme quelqu'un qui a l'humain chevillé au corps. Et c'est par le panachage des expériences et la capacité à travailler ensemble qu'on crée de la valeur. Moi, je rebondis sur l'hybridation des savoirs et des compétences, puisque c'est ce que j'ai dit auparavant, notamment dans la formation. C'était nécessaire d'avoir pas que des personnes, des ingénieurs IT, mais aussi justement de refaire le lien avec les usagers, avec l'usage, avec les sciences humaines, et également pour avoir ces choses-là non discriminantes, avoir une diversité, un panel des personnes qui travaillent dessus. Mais ce que je pourrais dire également, c'est que moi, je me suis fait retoquer la semaine dernière parce que j'ai pris l'exemple du modèle chinois sur l'open source en disant qu'ils avaient... C'était intéressant, donc je suis un peu pareil que vous, mais là, je ne vais pas le redire. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le numérique transforme aussi l'organisationnel. Et en tout cas, personnellement, moi, je le vois dans mon organisation, on se sert en fait des bonnes choses qu'ont apporté la réflexion sur comment on réfléchit à un numérique et l'usage derrière, le parcours utilisateur notamment, pour réfléchir à l'organisation. De toute façon, on le voit très bien, combien d'entreprises font ce qu'on appelle leur transformation numérique. Il y a celles qui font la transformation digitale, en fait c'est juste sur les outils numériques, et il y a celles qui font complètement leur transformation des organisations en s'inspirant du numérique sur les projets. Et là, ça va sur le soutien aussi qu'on peut avoir au niveau européen ou étatique. Comment on arrive à soutenir des vraies innovations? Est-ce qu'aujourd'hui, la start-up est innovante? En tout cas, le modèle aujourd'hui de la start-up, moi je pense qu'il est plus très innovant, puisqu'on reproduit justement une organisation déjà existante et qui reste traditionnelle, mais avec des nouveaux objets. Donc là, on doit au contraire se servir du numérique, mais de ces organisations, de cette horizontalité aussi, de cette façon de travailler, du learn and test, du crash and test aussi, hein, parce que ça, la culture de l'échec, il faudrait qu'on l'apprenne un peu plus en entreprise. Mais il faut, en tout cas, pour rebondir sur le management, il y a aussi s'inspirer vraiment de ce qui est fait plutôt que le rejeter. Max Nuffend, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
So firstly, Monsieur Yves, I fully agree that the challenge of implementation is not a technological one, but an organizational and a societal one, which is much, much, much bigger than if it were a technological one, which is basically, you know, like if you have to transform a couple of 100,000 European small and medium-sized companies with regard to like their inner functionings, that is quite a big challenge. The lady, I fully agree that, I mean, obviously the term singularity, which is kind of machine intelligence superseding human intelligence, doesn't help at all. But I mean, just like as Alexis has been describing, I think what we're going to see in the future is multiplicity, which is kind of a variety of machine intelligences and human intelligences. And this kind of collaborative setting will be the best in fulfilling all kind of different tasks. And I think you should also think about, because you ask, can machine intelligence be used to, so to say, develop human intelligence? Say again? You start to compete. I mean, yes, but in different kind of domains. I mean, I think like when you look at a specific workplace and the potential of artificial intelligence to make a workplace more learning friendly, there's a huge potential which we are not using at the moment. And then thirdly, European digital industrial policy. I think, yes, that's what we need, but it's very hard to do in a good way, right? And I think like that's kind of the kind of discussions we are having at the moment between different European member states. Like in the end, I think we should step down a little bit from this AI rat race perspective, which is, so to say, China and the US, they are like a couple of like 100 meters ahead, and now we Europeans, we have to speed up to achieve the same position at this. I think that does not really catch the complexity of the situation we're in at the moment, and we should be a little bit more self-confident when it comes to the assets, the resources we have in Europe. I mean, we are 500 million people, mostly middle-class societies, mostly democratic citizens. I mean, that is quite an asset to build upon, and we shouldn't be too shy to cherish this asset a little bit more. Thank you, Philippe Sarloff. Like in terms of the usage of artificial intelligence, I can only second what's been said, that you have to divide tell the difference between machine learning, data mining, and artificial intelligence, so that people are not like getting wrong images in their head, that they like reproduce fears which are not valid and not rational. Yes, what Max just pointed out, to be aware of our qualities, of our assets, but also, again, I mean, that was being said quite often, to build a value-based idea and concept of artificial intelligence, and I think we could all agree on that, but we should indeed hurry up to get a bit more into detail what that means. So how do we implement European values like data protection, consumer rights, of course liberal democracy, in an artificial intelligence driven system, and how do we provide the data to it? Because I think that's a point where we definitely need to kick in. Artificial intelligence to evolve, to develop further, needs data. And we need to provide, especially SMEs, with more sources of data, and these sources of data need to be in alignment with data protection systems and regulations. And so this is only one point. Yeah. Okay, thank you. Amel Taleb. Oui, avec plaisir. Alors tout d'abord, monsieur. Yves, je crois qu'il s'appelait. Voilà. Monsieur, tout d'abord, si vous avez quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'environnement technologique autour de l'IA, envoyez-le-moi. Contrairement à ce que vous croyez, je pourrais être très intéressée par le fait de le recruter. Surtout si derrière... Il y a un ou lui, là. Envoyez, je prends. On aura 999, ils l'utiliseront. J'entends bien, mais vous savez ce qui va se passer ?
c'est que cette personne qui maîtrisera parfaitement cette technologie, qui sera sans doute frappée d'un très gros degré d'attractivité pour un ensemble d'acteurs numériques qui sont en partie présents dans la salle, mais pas que, pourrait rejoindre une de ces entreprises, peut-être pour y développer des programmes, peut-être pour y développer de l'intelligence artificielle, peut-être pour rejoindre un centre de recherche, peut-être pour travailler conjointement avec un centre de recherche public. Il pourrait aussi peut-être rejoindre une équipe de commerciaux, avec des personnes qui n'auront peut-être pas une parfaite maîtrise à ce moment-là, au moment de son arrivée, de ces questions techniques, et qui n'auront sans doute jamais la vision holistique qu'il a en raison de sa formation et de son éducation, mais qui viendra nourrir un travail collectif et des échanges. Je viens des sciences humaines, je suis passée par la philosophie. J'ose espérer que j'ai un peu appris des choses grâce à des gens bien plus compétents que moi chez SAP en matière de technologie depuis que j'y suis. Et certains m'ont fait la grâce. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre au sens où vous ne pouvez pas avoir un partage d'échanges si les connaissances ne sont pas rendues accessibles et si on ne dispose pas des compétences nécessaires pour les comprendre. C'est tout. Dieu merci, je suis tombée sur des personnes très compétentes chez SAP qui ont pris la peine, les 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 18 semaines nécessaires pour essayer de m'expliquer ce que c'était que le machine learning, et qui ont fait l'effort de s'adapter à mon pauvre appareil conceptuel, et qui finalement m'ont permis peut-être de comprendre un petit peu ce que ça pouvait être. Donc n'hésitez pas, je vous le répète, je pense que vous avez raison sur la question de l'organisation. Je pense que malgré tout, on ne saurait tout réduire à cette seule question-là. Sur la question de la singularité, du dépassement, potentiel ou pas, ce qui me gêne un peu, je ne peux pas vous donner de... Je n'ai pas de certitude, ma religion n'est pas faite sur ce point-là. Le champ des possibles est encore ouvert. J'ai tout de même l'impression que si nous sommes en mesure, individuellement et collectivement, de pouvoir poser nos garde-fous et de pouvoir éviter, par exemple dans le secteur de la santé, que les décisions soient exclusivement des décisions machines, nous serons alors en mesure de pouvoir maîtriser et limiter le risque de cette singularité. Ça, c'est la première chose que je puis vous dire. Je crois fondamentalement, encore une fois, je m'appuie sur l'exemple de la santé, la médecine, ce n'est pas qu'une science et ce n'est pas qu'un art. Ce sont les deux choses. C'est une science médicale et c'est un art médical. Et les deux ne sont pas nécessairement potentiellement couvertes par un algorithme si puissant soit-il. En revanche, on ne pourra pas espérer avoir une médecine efficace si on décide de sacrifier l'art à l'autel de la science, l'homme à l'autel de la machine. C'est une conviction profonde. Je pense que c'est ce qui fait une conviction profonde de beaucoup de gens en France et en Europe, et qu'en conséquence, cela conduira, orientera, limitera sans doute nos propres choix. Cela sera en permanence présent dans nos choix de déploiement de ces technologies. Un dernier point peut-être, parce que du coup, je suis désolée, j'y vais. Pour finir. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'en Europe, il n'y ait pas de grands groupes qui soient en mesure de faire de la concurrence avec d'autres groupes américains ou chinois. J'ai l'honneur de croire que j'appartiens à l'un de ces groupes. Donc je crois que oui, effectivement, il y a une... Vous avez raison, il y a un déséquilibre profond. Mais ce déséquilibre profond, il n'y a pas de déterminisme. Et Max évoquait de manière très judicieuse tout à l'heure le fait que, sans doute à juste titre, il me corrigeait, je l'en remercie, une vision monolithique d'une politique industrielle, en réalité, ne correspond pas complètement, si on peut réduire ce concept à ça, à la réalité, parce que ce qui caractérise l'Europe et les différents pays aujourd'hui, c'est l'existence d'un écosystème. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des startups qui apparaissent à peine, certaines sont en train de monter à l'échelle, certaines travaillent avec d'autres startups ou des grands groupes du pays d'à côté et font à peine 40 km entre la France et l'Allemagne. Certaines collaborent entre elles, entre la Suède, l'Estonie et le Royaume-Uni. Donc il serait dommage effectivement, peut-être, vous avez raison, il serait dommage d'imaginer qu'une politique industrielle, c'est une politique industrielle monolithe, homogénéisée, qui mettrait tout le monde à niveau au même moment. C'est pas ça, c'est surtout l'amélioration de ce réseau et l'amélioration de son impact sur d'autres champs économiques que le numérique pur. Merci. Bon. Merci beaucoup et merci à tous nos intervenants pour cette table ronde. Merci beaucoup Amandine Kramb, Alexis Mas, Max Neufeind, Philippe Zellhoff et Amal Taleb, et bien sûr Genaël Pépin. Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante.